C'est bon. C'est parti. C'est bon ? C'est bon pour moi. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreuses et nombreux pour cette conférence. Donc, c'est ta première de l'année, de la session. On va dire que c'est le premier épisode de la deuxième saison. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, Thomas, on l'a connu tout petit. Il était haut comme ça. Puis maintenant, voilà, il est grand. Et vous avez eu peut-être l'habitude d'avoir assisté à l'une de ces conférences durant la première année de notre existence. Alors là, il y a un truc qui change tout, c'est que vous avez assisté à une de ces conférences à l'époque où il était jeune étudiant, jeune doctorant, et maintenant monsieur est docteur depuis un mois, donc je pense qu'on peut l'applaudir puisqu'il est docteur en histoire. Depuis, voilà. Donc c'est sa première conférence en tant que docteur, en tant que vrai chercheur, tu peux le dire. Et donc voilà, Thomas il a abordé plein de sujets chez nous, ça a été de la littérature brésilienne à Ellis Island, en passant par Picsou à un moment donné. Enfin voilà, c'est vraiment très chouette parce qu'il a une gamme d'ouverture, voilà. Et des proches, ça faisait un petit moment donc que je voulais le faire. Que c'était en gestation, on va dire. C'est ça. Donc voilà, donc ce soir, une petite conférence sur ce grand bonhomme que tu as préparé, je sais, avec moult fièvre et heures trépidantes passées. On a suivi ça sur les réseaux sociaux. Donc nous allons maintenant t'écouter. Voilà, je vais vous demander évidemment de mettre vos téléphones sur un mode où ils ne vibreront pas, ils ne sonneront pas, ils ne se déplaceront pas, ils ne nous mordront pas. Et voilà, d'autant qu'ici c'est du plancher qui résonne, je vous le dis, parce qu'en mode vibreur, ça s'entend, vraiment. Et donc ça veut dire qu'on peut vous regarder avec cet air un peu contrarié, et dire « Oh, vraiment hein !» Et voilà, vous ne voulez pas être cette personne-là. Sur ce... Et d'autant qu'en plus, il y a un petit caméscope, parce que la vidéo va être sera mise sur le futur YouTube de la chaîne, enfin de la librairie, et qui en attendant sera mis sur une chaîne transitoire où on va dire je vais me faire un peu la main et qui s'appelle Histérature, et j'ai pu mettre un des premiers projets qui avait été lancé pour la chaîne des Rebelles Ordinaires, et c'est une discussion avec une collègue, amie doctorante de Nice, deux personnes ici connaissent bien puisqu'ils l'ont hébergé pendant 2-3 jours avant ma soutenance. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'on vous filme si votre téléphone sonne. Voilà, c'est ça. Et donc je me lèverai, je prendrai la caméra et je dirai voilà, cette personne-là, elle est. Voilà. Gros plan. C'est ça, gros plan. Voilà. On est bon, je vais étendre juste le bureau. En tout cas, merci d'être venu, et puis je peux vous dire au revoir, parce que vraiment il dit que ça fait un moment que c'est en gestation, mais qu'est-ce que ça a été dur, parce que à chaque fois que j'ai voulu travailler Pierre Desproges, quand j'ai commencé à réfléchir à cette conférence, je me suis un peu confronté à un grand mur, en fait, à un bonhomme qui avait tendance à me regarder comme ça à chaque fois que je voulais l'approcher, tout simplement parce que Pierre Desproges, tout le monde en a déjà parlé. Il y a eu plein de documentaires qui ont été faits, on peut acheter ses livres comme vous pouvez le constater, j'en ai encore ici aussi, on peut lire Desproges, on peut le voir, on peut l'entendre, c'est absolument tout le monde en a parlé. Donc je me suis retrouvé un peu comme ça en disant qu'est-ce que je fais, tout le monde en a déjà parlé, est-ce que je vais faire quelque chose d'intéressant, est-ce que ça va mériter une conférence aux rebelles. Et je me suis retrouvé un peu confronté à un mur, et puis à un moment, je me suis mis en réflexion et je me suis posé des questions à moi-même. Donc, qu'est-ce que je pouvais faire d'intéressant ? Et je me suis dit, mon chéri, parce que j'ai l'habitude de m'appeler mon chéri quand je me parle à moi-même, mon chéri, pourquoi tu n'aborderais pas Desproges par le biais de ces textes ? Je me suis dit à moi-même encore, mais dis donc, c'est pas bête ça, pourquoi ne pas approcher Pierre Desproges en essayant de voir un peu ce qu'il a pu écrire, et est-ce qu'il n'y a pas des choses qui pourraient un peu expliquer un peu son écriture, un peu sa vie, et après tout, pourquoi pas, donc essayer de partir à partir de quelques textes de Desproges qui sont nombreux. Alors, j'avais pu faire ça chez Barjavel, c'est-à-dire un peu raconter sa vie à travers ses œuvres. Là, c'était un peu plus compliqué parce que Desproges dit à un moment qu'il est limousin, à un moment dit qu'il est périgourdin, il part dans tous les sens parce que c'est un peu l'art du contre-pied, de ne pas aller dans le sens là où on l'attend forcément. Donc,
je ne suis pas concentré véritablement sur sa vie, mais plutôt sur ses textes, et essayer de comprendre un peu son œuvre. Donc ça va demander des fois un peu d'écoute, puisque je vais vous passer quelques extraits de ses chroniques ou d'autres choses. Alors, pour commencer de parler de Desproges, il faut parler du petit Pierre avant toute chose. Alors oui, c'est bien Pierre Desproges, tout petit. Donc, parce qu'il dit qu'il est limousin, mais il est né à Pantin, donc le 9 mai 1939. Alors, à un an près, on aurait pu penser que c'était lui qui avait déclenché la Blitzkrieg. Je pense que les Allemands avaient dû sentir le coup venir, vu l'amour que Desproges avait porté pour nos frères allemands. Donc c'est l'aîné d'une fratrie de 3 enfants, donc il a un frère et une sœur. Son père est instituteur, mais très vite il va devenir directeur d'école dans les colonies. Alors sachant qu'à l'époque nous avions encore des colonies, et par conséquent il se retrouve à aller en Indochine et en Afrique. D'ailleurs, comme je le dis, ça lui vaudra d'être pendant quelque temps dans des pays où son père se trouve, et il ne rentrera en France que pendant les vacances scolaires, et notamment dans le Limousin, où effectivement sa famille est d'origine, surtout ses grands-parents, et donc dans la ville de Chalut. J'en reparlerai un peu après. Donc Pierre vit effectivement pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, mais bon, comme il dit lui-même, l'enfance, j'en ai pas un immense souvenir parce que je me suis emmerdé. Il le dit, voilà, plusieurs fois il dit que son enfance, ça l'a pas vraiment marqué plus que ça. Mais un des épisodes qui va vraiment le marquer, c'est lorsqu'il est appelé en 1959 à servir sous les drapeaux. Alors, voici une belle bande de jeunes hommes. Sauriez-vous me dire où se trouve Pierre Desproges? Alors, c'est facile, il regarde dans le sens différent des autres. C'est lui. Clope au bec, évidemment, hein, c'est très classe, sur une photo de régiment, parce que c'est la photo du régiment, et le seul à regarder dans l'autre sens, pratiquement, c'est lui. Alors, le problème du service militaire, si certains ont dû le faire ici, moi je ne l'ai pas fait, j'ai fait la réserve, mais je peux le confirmer, c'est que donc il avait été appelé pendant 2 ans, et un de ses souvenirs particulièrement marquants, c'est d'en avoir gardé une rancœur totale, car comme il le dit, j'étais déjà misanthrope avant, mais 28 mois dans une chambrée avec des gens qui font des concours de paix, mais il critique, mais un concours de paix, quand on est le premier soir, ça dérite tout le monde, et ça crée une cohésion d'enfer, je peux vous l'assurer. Bon, après les gens ils vous oublient, mais ça c'est autre chose. Donc, à cette période, il va, pendant son service, en fait, quand il fait ses classes en France, à un moment, il s'enferme dans des toilettes parce qu'il n'en peut plus, d'autant plus que tous ses collègues, comme il ne participait pas volontairement au concours de paix, l'avaient surnommé gentiment de PD, parce qu'il considérait que c'était une femmelette, parce que les vrais hommes faisaient des concours de paix. Et donc, à un moment, il en a un peu marre, il veut se couper de tout ça, il s'enferme dans un cabinet de toilette, et il lit un texte, un petit extrait de texte, parce que voilà, griffonné sur la porte, et c'est un texte qui s'appelle Le Loup, et qui est écrit par Alexandre Vialat, qui est un écrivain, auteur, chroniqueur, essayiste, et il va tomber sous le charme de ce texte, puisque c'est un texte où il dit par exemple le loup frappe à la porte, en général, c'est vraiment tout cet univers que Desproges va développer plus tard, c'est-à-dire ce contre-pied dans la langue, ces mots qu'il va utiliser pour peut-être aller véritablement dans le sens premier qu'il donne. Et donc quand il arrive, il récupère le texte et il va le retaper à la machine 4-5 fois, selon comme expliquait sa femme Hélène, il a retapé ce texte 4-5 fois justement pour l'avoir toujours sur lui au cas où il en perdrait un exemplaire. Donc on voit comment ce texte qu'on peut trouver facilement, hein, il est marquant et il est véritablement important dans sa vie. Autre auteur qui va le marquer et qui chante, parce qu'on ne sait pas forcément, mais Desproges jouait de la guitare, il a fait des disques qui sont des textes écrits par lui, et il avait une grande passion pour Brassens qu'il connaissait par cœur. Et Desproges dira plus tard, justement à l'encontre de Brassens, c'est qu'il n'a jamais vu et connu Brassens, pourtant fin des années 70, Desproges devient une star et tout ça, mais il n'a jamais eu la chance de vraiment partager un moment avec Brassens. Ils ont juste eu un coup de fil,
Bon, après, il a peut-être, il dit, Brassens l'a appelé en lui disant, bonjour monsieur Desproges, je suis Georges Brassens et je voulais vous dire que j'adore ce que vous faites. Et Desproges il a dit, la seule réponse que j'ai eue, c'est de lui dire, moi aussi j'adore ce que vous faites. Et le coup de fil s'est terminé sur des banalités et 2 mois après, Brassens décédait. Donc il a toujours eu un peu ce sentiment d'avoir raté Georges Brassens. Alors, là on va rentrer un peu dans le vif du sujet, donc autour de ces textes. Quand il rentre d'Algérie, il est un peu sans le sou, il part, il virevolte à gauche. Il est même à un moment alors il voulait faire une carrière vétérinaire, mais ça lui demandait de refaire des études, ce qu'il n'avait pas forcément aimé puisqu'il n'a pas son bac. Précision, pour quelqu'un qui écrit autant que lui, il n'a pas le bac. Donc il était partant pour faire des études vétérinaires, mais c'est trop compliqué. À un moment, il est même vendeur de fausses poutres en polystyrène, qui apparemment avait un certain succès, mais une qualité un peu défaillante, on se demande pourquoi. Et donc c'est par l'intermédiaire d'une de ses amies, Annette Kahn, donc cette amie-là, Annette Kahn, lui a permis de rencontrer aussi sa première femme, avec qui il reste le temps, parce que on lui avait dit, si tu es marié, on t'enverra pas forcément sur le terrain, on va te mettre dans les bureaux. Donc il s'était marié avec une amie de cette personne, plus pour le fait de ne pas avoir, on va dire, de difficultés pendant son service. Le problème, c'est que c'était pas vraiment une passion elle était réciproque, mais c'était pas non plus au point d'envisager un mariage sur une longue durée, donc ils se séparent assez rapidement. Et donc Annette Kahn travaille dans un journal qui s'appelle L'Aurore, qui n'est pas forcément un journal qui suit les orientations politiques à la base, on va dire, qui sont un peu de droite, traditionnelles sans être extrêmes, mais un peu particulières. Mais donc on le fait rentrer grâce à Annette Kahn, et c'est à partir de là que va commencer véritablement son histoire en tant que Desproges. D'ailleurs, le livre Desproges par Desproges fait bien cette séparation, met bien toute sa vie, on va dire, de son enfance jusqu'au moment où il rentre plus ou moins à l'Aurore, et puis après il y a vraiment cette différence entre l'Aurore, enfin avant et après l'Aurore. Alors donc, le petit reporter. Alors, c'est le recueil de brèves. Alors, il est où? Il est là. Donc ça, c'est une des plus... C'est une édition, celle-ci, elle est de 99. Donc depuis, ils en ont ressorti une autre, évidemment. Mon amour pour Desproges remonte à loin. Donc c'est un recueil de brèves de toutes celles qu'il avait pu faire dans l'Aurore. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il rentre dans ce journal, au départ, on le met à ce qu'on appelle la rubrique des chiens écrasés. C'est-à-dire cette rubrique où en fin de compte on a besoin d'un petit texte avec une petite affaire comme ça, et il fait un petit texte avec une petite photo, et c'est un travail qui ne le passionne pas plus que ça, mais qui au moins lui permet de vivre. Très rapidement, il va partir du journal, il va revenir, il va repartir. En fait, c'est une allée et venue dans l'Aurore. L'avantage, c'est que comme il habite à côté, bon, c'est pas trop loin, il n'a pas trop de distance à faire. Et à un moment, donc dans les années 73-74, il va commencer, on va lui donner ce qu'on appelle donc les brèves. Donc c'est un peu ces petits textes de l'AFP où il y a une information du style, je sais pas, 3 morts dans un accident de train, les gens étaient en train de déboulonner le rail, enfin voilà, une bêtise du style. Enfin, ce sont des petites dépêches qui ne sont pas forcément intéressantes pour développer un article, mais qui en fin de compte sont des éléments, et ça existe depuis l'invention du journalisme, du journal par Renaudot au XVIIe siècle. C'était ces petites informations comme ça qu'on mettait, ces petites anecdotes. Et en fait, Desproges fait des textes qui sont, mais absolument, il prend l'information, et vous le verrez après, et il arrive à la tourner de telle façon que ça devient humoristique, c'est-à-dire sur des événements qui ne sont pas à la base, qui sont sans grande importance, il en fait un événement assez intéressant. Et cela déplaît fortement à la rédaction du journal, parce que, évidemment, ce n'est pas le genre de l'Aurore, qui, attendez, soyons sérieux, ne veut pas proposer ce genre de choses. Donc,
Son poste est plus ou moins menacé, comme l'explique un des rédacteurs adjoints avec qui il est très ami, qui est très ami, qui en fait est une personne qui partage beaucoup avec des proches, notamment sa passion pour le vin, non pas qu'il soit alcoolique, mais de grands connaisseurs de vin. Et notamment, comme il est expliqué dans la préface, c'est que suite à la brève qui dit « Un groupe de 19 Écossais ivres-morts circulant dans un taxi a été intercepté par la police d'Aberdeen au motif que le chauffeur était noir », jeu de mots, hein, donc noir physiquement ou noir bien alcoolisé. Voilà, le rédacteur en chef lui a dit « Non, mais on ne sait pas notre genre, le journal n'est pas comme ça ». Une lettre est envoyée par une romancière que normalement l'Aurore déteste, qui en mode c'est le symbole de la déchéance, c'est le bobo parisien. En fait, Françoise Sagan écrit une lettre où elle dit qu'elle ne lit pas l'Aurore, mais elle l'achète pour des proches. Alors, deux réactions, normalement. Soit on se dit, oh bah c'est l'ami de Sagan, on le fout dehors. Soit, oh bah c'est quand même pas mal, on a quelqu'un de connu qui nous lit. Quelle a été la décision de l'Aurore? C'est de dire, vous avez vu, on a un beau des proches avec nous, hein, il fait bien son boulot. Hein. Donc, ils conservent des proches et ils feront même, c'est assez incroyable, ils vont décider de faire des micro-reportages sur des proches dans l'Aurore pour dire, vous avez vu, nous avons un chroniqueur qui devient célèbre, d'autant que le succès du petit rapporteur, à la même période, va faire que des proches vont avoir une certaine notoriété. Alors, notoriété qui va un peu faire tâche, notamment parce que c'est raconté notamment dans les portraits et dans le livre des proches par des proches, c'est qu'en fait, à un moment, des proches va faire une petite chronique sur l'arrestation de Jacques Messrine, comme vous le voulez, je ne sais pas comment ça se prononce. Et donc, en fait, il va... Mérine disait, ça ne se prononce pas, donc on va dire Mérine. Desproges va parler de son arrestation en se moquant un peu du grand bandit qui se disait inattrapable, tout ça. Et Mérine va lui écrire une lettre depuis la prison, où il va dire je trouve, mon cher Pierre, que votre facilité à me dénigrer est un peu grande. Desproges ne répond pas tout de suite, ce qui provoque la colère de Mérine, qui lui renvoie une lettre en lui disant si j'aimerais bien qu'on me réponde quand j'envoie un courrier, j'attends au moins une réponse. Donc Desproges va lui répondre de façon un peu sarcastique. Le texte on ne l'a pas forcément, mais ça ne plaît pas au bandit, qui lui fait comprendre qu'il y avait des gens qui étaient morts pour moins que cela, mais que s'il avait l'occasion, il pourrait être sur sa liste s'il le décidait. Bon, à partir de ce moment-là, Desproges l'a un peu pris au sérieux et a eu un peu de crainte, et jusqu'à la mort de Mérine en novembre 79, il a eu toujours cette crainte d'être... Parce que, d'autant plus qu'à un moment, un journaliste de l'Aurore avait aussi écrit un article un peu à charge sur Mérine, et il a dit mon cher journaliste, je peux faire comme avec Desproges, je peux vous mettre sur la liste. Donc là, Desproges s'est un peu décomposé, et il a un peu été un peu perturbé par cela, et d'autant plus que dans cette période-là, il venait d'être papa, et ça l'a un peu conduit, comme disait sa femme, dans une dépression postpartum, et il était un peu en mode à se poser pas mal de questions. Alors, pour en revenir aux brèves, donc ce qu'il appelait lui-même en bref comme chronique, donc là c'est une photo de quand il était à l'Aurore, il fait beau avec son nœud papillon. En quoi consiste la brève? Donc, imaginons par exemple que Desproges puisse écrire une brève sur cette conférence de ce soir. Il aurait pu dire, l'information était conférence à la librairie des rebelles ordinaires, Thomas Plançon traitera de Pierre Desproges. Bon, et voilà, une façon, alors sans le talent évidemment, c'est moi qui l'ai écrite, je précise. Aujourd'hui, Thomas Plançon, docteur à l'université de La Rochelle, fait une conférence sur Desproges, c'est-à-dire moi. Espérons qu'il soit plus efficace que Schwarzenberg pour traiter mon cancer. Voilà, il aurait joué sur le fait que je sois docteur, effectivement, que toutes ces notions-là. Il y avait cette idée, en fin de compte, dans chaque dépêche, chaque brève, de tourner à partir d'un mot de la situation pour faire quelque chose, mais aussi pour traiter de sujets qui lui tenaient à cœur. Par exemple, les femmes. Je savais qu'en commençant par ça, j'allais faire un immense succès. Maille à partir, rien que pour embêter le MLF qui ne sait pas comment réagir, on vient d'ouvrir à Dallas une école de tricot strictement interdite aux femmes. Alors, évidemment, ça c'est un des points que Desproges va souvent attaquer, c'est le mouvement de libération de la femme, qu'il trouve beaucoup trop dans l'extrémisme et qui va beaucoup trop loin dans certaines attitudes. J'aurai l'occasion d'y revenir plus tard. Notamment la brève suivante.
Militante MLF, Joyce Manser va jusqu'au bout de ses opinions. Elle a réussi à se faire engager comme maçon dans une entreprise de bâtiment de Liverpool. « Je suis aussi dégourdi que n'importe quel mâle », a-t-elle déclaré juste avant de tomber dans un bac de ciment frais. Alors on peut imaginer que le bac de ciment frais est une invention des progiennes pour faire retomber la situation et le côté un peu je fais aussi bien que les mecs, et puis on imagine bien le comique de situation. Celle d'après est encore pas mal. Après que M. George Lee, 71 ans, de Finchley, Grande-Bretagne, eut gagné un premier prix de bordée sur napperon dans un concours qui l'opposait à 150 femmes, les dirigeantes du MLF local envisagent de publier un communiqué, mais elles ne savent pas trop quoi mettre dedans. Et ce qui est assez intéressant, on le voit dans ces dépêches-là, dans ces brèves, c'est qu'elles sont encore efficaces aujourd'hui. Pourtant, elles traitent d'informations qui datent d'il y a pratiquement 40 ans. Et elles sont encore percutantes parce que justement, il enlève tout le côté temporel pour réussir à en ajouter un élément qui soit intemporel et qui fasse que tout le monde, en voyant ça, s'imagine des féministes en train de brûler leur soutien-gorge et qui se retrouvent comme des ronds de flanc parce que elles ne savent pas quoi répondre à une situation où elles sont prises à défaut en fin de compte. Et là, on imagine bien la force de ça, c'est l'intemporalité des brèves. Alors, la politique aussi fait partie de ces chevaux de bataille, on va dire ces chevaux de bataille, pardon. La commission spéciale des Nations Unies, qui a siégé de longues semaines pour définir le mot agression, a adopté à l'unanimité un rapport édifiant. Ce texte demande que l'Assemblée veuille bien reporter l'examen de cet important sujet à l'année prochaine. Autrement dit, les messieurs de l'ONU ne savent toujours pas ce qu'est une agression. Ou alors ensuite le couple, celle-ci je la trouvais très amusante. 3 Allemands sur 10 rencontrent pour la première fois leur future femme au bal. Restent 7 qui vont quand même au bal, mais pour y rencontrer, c'est inévitable, les futures femmes des 3 autres. Comme je vous dis, ça marche à n'importe quel temps. Allez, là on va taper sur des sujets un peu plus sérieux, parce que bon, les femmes, les couples, c'est pas très sérieux. La police. Un remarquable crétin a volé l'autre jour un car de police dans les rues de Londres, il y avait 11 flics dedans. Armé, donc j'aime bien le titre, j'y vas-y pas, l'US Army serait en train de mettre au point une espèce de missile téléguidé qu'on pourrait détourner de son but si on changeait d'avis à mi-parcours. Ouf. Et là, la religion, ça me fait extrêmement plaisir. Les paroissiens de Gunnington en Angleterre voudraient bien qu'on répare l'horloge de leur église qui les réveille toutes les nuits en sonnant les 117 coups de minuit. Et puis ensuite, la quête, dimanche matin, dans l'église de Springfield, Missouri, a exceptionnellement rapporté $200. Le fait que le quêteur était armé a probablement contribué à ce succès. Donc, Desproges, une fois le passage avec Sagan, enfin la lettre avec Sagan, continue à faire ses chroniques, continue à faire ses brèves, qui sont pour certaines toujours très drôles, comme on a pu le constater. Et en fait, cette notoriété qu'il a avec le journal va faire qu'il va être remarqué par un animateur de télé qui s'appelle Jacques Martin, qui dans le même temps a l'intention de créer une émission de télé qui s'appelle Le Petit Rapporteur. Alors, petite précision, si le livre s'appelle Le Petit Reporter, c'est que quand la publication des brèves a été envisagée dans les années 80, Desproges est allé en parler à Martin, puisqu'ils avaient quand même si les tensions étaient encore vives, il lui a quand même demandé, voilà. Martin lui a dit, je sais que tu es connu grâce au Petit Rapporteur, parce que Martin aimait bien avoir la couverture sur lui, et il lui a dit, si tu publies le livre, tu ne pourras pas utiliser le titre parce que c'est une marque déposée, donc tu ne peux pas dire Desproges du Petit Rapporteur. Donc, pour contourner le fait, ils ont appelé ça le Petit Reporter. D'où le titre, pour éviter les foudres du grand Jacques qui pouvaient être un peu difficiles. Donc, Desproges va faire quelques chroniques un peu seules qui sont télévisées, je vais vous en présenter quelques-unes. Notamment, et c'est surtout avec Daniel Prévost qui vont vraiment créer un duo extrêmement marquant. La bataille de Boudin dans la boutique de Boudin où il la goûte, il se frappe dessus et qu'à la fin ils partent dans un fou rire complet. Et le pauvre marchand de boudin, le boucher, est un peu en mode mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les fous dehors? Enfin, je sais pas. L'interview de Jean Edernalier, que je présenterai aussi. Et surtout, c'est dans le petit rapporteur qui va faire l'interview de cette dame qui l'avait sauvé. On lui a dit, François Sagan aimerait te rencontrer. Et il a dit, je vais profiter de ça. Et prenant le contre-pied, parce qu'il a dû se dire, cette dame doit penser que je suis quelqu'un d'intelligent, je vais y aller en étant totalement débile.
Du style, il va arriver, il va commencer, il va faire bonjour Madame Sagan, alors ça va, les vacances se sont bien passées? Alors Françoise Sagan, et on voit au tout début de l'interview, alors le problème c'est qu'il faut la payer, parce que l'INA a mis les droits dessus, donc je n'ai pas pu la trouver sur internet, j'en suis sincèrement désolé. Cette interview où en fait au départ Sagan se pose, on voit qu'elle se pose des questions, elle regarde des proches en mode qu'est-ce qu'il est ? Et puis on aperçoit très vite qu'elle rentre dans le jeu quand il lui dit voyez ça sur la photo c'est mon cousin, elle fait bah non ça c'est un chien, il fait ah oui c'est un chien pardon, enfin on sent qu'il y a un jeu qui se crée à tel point quand même qu'après l'interview et après la diffusion, ils se sont revus un soir entre amis et ils ont partagé, c'était en 76, et donc ils ont partagé une soirée tous les deux, sans plus évidemment, en tout bien tout honneur je le précise, où ils ont effectivement, là je pense que des proches, on ne sait pas évidemment de quoi ils ont parlé, mais on peut imaginer qu'il a dû lui dire voilà, pour la mission j'ai joué un rôle, et voilà, ils se sont gardés une affection mutuelle pendant quelques années. Effectivement, il y a eu cette interview a créé une connexion qui a fait que par la suite, bah voilà, Desproges n'a jamais dit véritablement du mal sur Françoise Sagan. Alors, c'est une interview qui est restée célèbre, à tel point que Raphaël Mesrahi, quand il inventera son personnage de Hugues de Latte, bah, tout le monde a dit ah bah c'est du Desproges. Sauf que lui, il a dit ah bah non. Non, Desproges et moi, ça n'a rien à voir, c'est totalement différent. Alors que le principe est le même, l'intervieweur totalement incompétent, qui raconte n'importe quoi. Certes, Mesrahi va créer un personnage qui va être plus, profond, dans le sens où il va dire bah, c'était le dernier dans son école de journalisme, tout ça, mais c'est Desproges il a toujours dit non, Desproges n'a rien fait, c'est pas Desproges, à tel point que la fille cadette de Desproges, Perrine, dira qu'ils viennent pas nous enfin plus ou moins qu'il peut dire ce qu'il veut, mais on sait très bien qu'il s'en est inspiré, mais il veut pas le reconnaître parce que c'est Monsieur Mesrahi. Le problème du petit rapporteur, c'est qu'il faut faire avec Jacques Martin. Et Jacques Martin vit très mal le succès de Desproges, parce que Desproges a beaucoup plus de succès parce que c'est lui qui sort, parce qu'en plus ses sketchs sont quand même assez marquants. Et donc il va au bout d'un moment claquer la porte et retourner faire ses brèves à l'Aurore. Et c'est ce que je disais, c'est dans cette période-là qu'il va fonder sa famille. Donc sa femme Hélène, qu'il a rencontrée à la fin des années 60. Il va avoir une fille qui s'appelle Marie. Donc comme je dis, qui est sans doute une sainte, mais elle n'a pas voulu me donner son âge, peut-être pour ça. Et Perrine, donc, qui est aujourd'hui la dépositaire légale des droits de Pierre Desproges, et qui est née en 1977. Et donc effectivement, celle qui est garante des droits de son père, et ce qui, je pense, est la cave à vin de Pierre Desproges, qui ne devait pas être anodine. Alors, ça c'est un sketch qui est, je pense, il se lance et d'actualité, et il ne veut pas se lancer. Bon, voyez, comme je disais, il m'aura fait chier jusqu'au bout. Alors, on va le lancer comme ça. Éventuellement un couple d'immigrés, c'est un charpentier dont la femme est enceinte et elle risque d'accoucher vers le 24-25 et elle cherche une chambre pour la nuit du 24 au 25. Vous n'avez pas ça? Ah oui, ça va à Paris, donc. Tout le monde quitte Paris en ce moment, ouais. Lui est charpentier, sa femme est enceinte et elle va accoucher alors incessamment et elle ne sait pas où elle est, elle va quand même pas coucher dans la rue ou dans une crèche ou dans une étable, elle chercherait un bout de paillasson. Il n'y a pas un seul Parisien qui a un bout de paillasson pour mettre. Non, moi j'habite déjà la banlieue. Mais oui, mais justement, c'est aussi les gens qui ont froid. Ils viennent de Palestine. Il n'y a pas de chambre. Rien qu'avec l'argent dans votre sac, on pourra acheter 3 chambres pour une nuit. Mais ils sont 2. C'est possible. Tous pareils, c'est possible. C'est possible. Mais c'est pas des Français, ça fait rien. Ah ben, même des Français ou même n'importe qui, n'importe quelle race, c'est pareil. C'est des Juifs. Ah, c'est pareil. Pour moi, je trouve qu'ils sont tous pareils. D'accord. Arabes ou juifs ou noirs ou français ou anglais ou américains, c'est tous pareils. Donc voilà, donc ça c'est un des sketchs qui était assez connu. Et puis évidemment, donc je parlais de la bataille avec Jean Edernalier, enfin l'interview qui est... et là c'était... Jean Edernalier, en un mot commençant,
La bataille de l'édition, pour vous, c'est quoi? À votre bonne santé d'abord, si je puis dire, puisque nous sommes ici en face de la prison de la santé, où sera décerné demain le prix Goncourt 1976 à Jacques Thieulois pour son admirable livre La geste de l'employé. Je trouve pas la question très... Non mais laissez-moi terminer, vous voyez à peine où je veux en venir là. Alors la bataille de l'édition est une bataille beaucoup plus profonde et beaucoup plus sérieuse qu'il y paraît. L'écrivain est un petit peu comme le paysan prolétarisé et avec ses pommes de terre. Je vais me parler brutal. J'ai trouvé certaines similitudes entre le chagrin d'amour, votre deuxième livre, et La vie devant soi qui a obtenu le Goncourt. Vous avez lu les... Non, j'ai pas lu, mais enfin il n'y a pas de similitude entre le titre et... Je parle pas des titres, je parle du ton du roman et il y a une symbiose poétique là-dedans qui pète à tous les coups. Donc, Hivernalier, Ajar, je suis persuadé que c'est le même. Honnêtement, je pose la question complètement décalée. Non, attendez, vous ne pouvez pas me demander, en revanche, de trouver que le livre d'Ajar est un chef-d'œuvre. Si je l'ai écrit, j'ai aucune validité, n'est-ce pas, d'auteur. Non, mais moi je suis venu là pour on est venu tous les deux faire un truc. Eh ben oui, Bon, foutez le truc en l'air. Qui c'est le critique littéraire de cette émission d'abord? bon, d'accord, vous êtes critique littéraire, mais Un jour j'ai fait un truc sur les concours, vous êtes allé aussi faire un truc sur les concours. Et alors? Enfin, savoir qui est qui là-dedans. Oui, mais moi j'ai authentifié mon reportage. Bon, je vais vous poser une question plus intéressante. Jean Hivernalier, vous avez l'air fatigué. Est-ce que vous faites la bombe? Question déplacée. Mais c'est débile ça, mon vieux. C'est complètement débile. Pourquoi? Mais parce que c'est pas une question à poser dans un interview littéraire où il ferait la bombe Hivernalier. Mais c'est pas le problème, je pose des questions qui vous paraissent intéressantes. Moi, c'est des questions. D'abord, qui c'est qui touche aux éditions du Seuil? Aux éditions du Seuil, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est révérenture ridicule. Arrêtez. Touche au Seuil. Non, je trouve qu'on embrouille les cartes, les spectateurs. C'est vous qui avez tout embrouillé. Mais non, c'est pas possible, on se met On d'accord. passe ou quoi? La merde, non, Voilà, maintenant c'est foutu de ton alerte. C'est bon, un peu de dignité, monsieur. Surtout qu'à l'époque, c'était violent pour les femmes. Alors, comme on peut le voir, effectivement, Jean Hivernalier a beaucoup de courage. Hein. Quand les deux commencent à se battre, on l'a vu qu'il a disparu. Et cette phrase mythique, relevez-vous un peu de dignité quand même. Alors, tombe la colère de la société par la voix du procureur général de la République des proches françaises. Merci. Alors, son passage au petit rapporteur va lui donner une certaine notoriété, il va continuer à écrire avec l'Aurore, et puis en 1980, Claude Villers lui propose de participer à une émission radiophonique qui serait en fait une forme de procès, donc pour de faux, pour se poser des questions parfois, des procès d'artistes ou d'invités divers et variés. Claude Villers serait le président, Pierre Desproges serait le procureur de la République, et Louis Régaux, qui sortait de son succès avec Les Charlots, serait avocat de la défense. Il écrit notamment de nombreux réquisitoires, alors contre plein de gens, Mitterrand, alors Frédéric, pas François, hein, bien sûr, Roger Carrel, René Barjavel, dont j'ai pu parler dans ses conférences, Dorothée, Coluche, Cavana, et surtout contre Le Pen, où il va écrire sa fameuse phrase, enfin dire cette fameuse phrase que tout le monde a repris en disant « peut-on rire de tout? Oui, mais pas avec tout le monde », qui, en substance, n'est pas vraiment ce qu'il dit, ce que j'ai essayé de retranscrire. « Peut-on rire de tout? Je répondrai oui sans hésiter ». Donc il fait son explication en disant « on peut rire sur la mort », des choses comme ça. Et il dit ensuite « peut-on rire avec tout le monde? C'est dur ». Et donc il dit par exemple à côté d'un terroriste je pouffe à peine, voilà. Et donc il dit personnellement la présence d'un militant d'extrême droite assombrit couramment la jovialité monacale de cette mine réjouie, en parlant évidemment de lui-même. Françaises, Français, Belges, mon président, mon chien, monsieur l'avocat le plus bas d'inter, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Bonjour ma colère, salut ma hargne, et mon courroux, coucou. Donc, comment débutait-il ces réquisitoires? Toujours de cette même façon, donc c'est-à-dire en disant française, français, belge, belge.
dont il se moquera dans un réquisitoire contre une artiste punk du nom de Sappho, et il va dire française, français, belge, belge, et il va s'arrêter en disant vous vous rendez compte quand même que c'est une absurdité de dire française, français, on s'adresse aux mêmes personnes, enfin il va totalement remettre en cause son explication pour un peu se critiquer. Donc Desproges à gauche, Villers au centre et Luis Rego à droite. Et Desproges en procureur de la République. Ça le faisait. Alors, comment écrivait-il un réquisitoire? Alors, comment nous, on pourrait écrire, nous aussi, un très bon réquisitoire pour le tribunal des flagrants délires? C'est très simple. Prenez un invité et plongez-le dans un tribunal pour de rien. Lisez sa biographie dans son dossier de presse. Alors, il faut la lire évidemment en diagonale, parce que ça n'a pas d'intérêt de rentrer dans le personnage, ce qui peut lui faire mal d'ailleurs. Il faut le jeter, cette biographie, au feu, parce que comme ça égaye un peu nos petites soirées d'hiver. Et si l'invité est sulfureux, évidemment, ne pas jeter ça au feu, sinon vous êtes un peu con, hein, je vous le dis. Toujours commencer évidemment par cette phrase française, français, belge, belge, puis l'idée c'est d'exposer le métier de l'invité pour un peu déverser votre coucou. Dire ensuite que son métier est une aberration, tout simplement, que c'est une vaste fumisterie. J'ai en tête celui avec Henri Pescarolo, pour l'avoir écouté des centaines de fois, qu'il traite d'écraseurs de champignonnaires, que les sportifs sont des demeurés, qu'il compare le footballeur aux autruches, en disant que l'autruche, quand elle est en période de reproduction, elle fait 2 clans de 11 qui s'affrontent et tapent dans des noix de coco entre 2 cactus, et que lorsque la noix de coco passe entre 2 cactus, c'est le signe de l'amour. Les autruches se tombent en rut, elles s'embrassent goulûment, se tapent des grands coups d'aile dans le dos, et commence la reproduction des autruches. Et il constate que les footballeurs font la même chose, mais leur QI n'étant pas suffisamment élevé, ils ne peuvent pas sortir le sexe au moment de l'embrassade et que par conséquent, ils continuent à taper dans un ballon. Donc, comme on peut le constater, il ne parle pas du personnage, mais il parle des sportifs de manière générale. Donc, comme je dis, il faut en faire des tonnes. Si l'invité en question a fait un sujet sur lequel on a des points communs, par exemple, il a parlé de Robert Lamoureux. Enfin, il a eu un réquisitoire contre Robert Lamoureux. Robert Lamoureux qui a réalisé un film qui s'intitule... Bah, vous avez bien révisé, ça fait plaisir. Mais où est donc passée la 7e compagnie? Donc, mais où est donc passée la 7e compagnie, qui est un peu antimilitariste, peut-on dire, et il va pas parler du tout de Robert Lamoureux, il va parler de Robert Lamoureux en disant « Vous êtes un méchant parce que vous avez critiqué l'armée est notre mère à tous », mais il va quand même violemment porter une charge contre l'armée, à l'occasion de dire Robert Lamoureux, vous êtes un salaud parce que vous avez dit que l'armée c'était mal. Et évidemment, pour terminer, il suffit de faire donc machin est coupable, mais son avocat vous en convaincra mieux que moi. Puisque tout au long de ses réquisitoires, c'était une facilité. Il attaquait Luis Rego en disant que c'était l'avocat le plus bas d'Inter et qu'il était souvent. Il avait souvent des poupées gonflables en peau de morue envoyées par sa tata Morissette depuis le Portugal. Et si l'invité est une femme, parler de sa beauté, notamment comme avec Dorothée, où il va dire que dans le poste, avant, il y avait des speakerines qui étaient qui étaient toutes plus moches les unes que les autres, et qu'avec Dorothée, il se sent redécouvrir des érections à tout bout de champ, que ça lui donne envie, que ça lui rappelle des émotions personnelles. Alors, quelques expressions qu'il a pu dire, qu'il disait dans ses réquisitoires. Donc quand il voulait partir dans ses amis, il disait « Ah, Dieu me tripote !» ou « Et nous le savons, et pas seulement de Marseille !» Ou quand, souvent, Villers avait une petite clochette pour dire « Vous allez trop loin, ça suffit !» Et souvent, il se faisait reprendre lorsqu'il disait, il faisait sa phrase et qu'il terminait « Sous la robe austère de la justice, sous laquelle je ne vous raconte pas !» Et donc, évidemment, le fameux... tout ce qui était le français, belge, tout ça. Donc, il va faire ça pendant 3 ans. Ça va être un succès faramineux, mais il va se passer une chose, c'est que France Inter va vouloir publier les réquisitoires et tous les tribunaux en disque,
sans le consentement des auteurs, et des proches vont le prendre assez mal, puisque c'est un peu renier son travail personnel, et ça va l'amener effectivement à quitter le tribunal, qui va durer encore pendant 1 an, mais avec un remplaçant des proches qui n'aura pas le même enthousiasme, et l'émission s'arrête en 1984 à la suite de la dernière chronique de Pierre Desproges. Mais entre-temps, il ne va pas chômer, puisqu'il va participer à Charlie Hebdo, dans les derniers temps de Charlie Hebdo, donc dans les années jusqu'en 84, Charlie Hebdo est publié, mais c'est la fin de la première version de Charlie Hebdo, avant son renouvellement dans les années 90, avec l'apport d'un soutien de Renault. À cette époque-là, Charlie Hebdo, quand Desproges écrit, c'est la fin. Cavana essaye tant bien que mal de maintenir le journal, mais ça périclite et ça va disparaître. Alors, en quoi consiste donc, Desproges va avoir plusieurs dessinateurs, mais c'est surtout dans cette version-là que les dessins vont être refaits par Edica, qui est donc un fameux dessinateur de Charlie Hebdo. Et en quoi vont consister ces chroniques, et surtout pourquoi les étrangers sont nuls. Par exemple, l'anglais est appelé ainsi à cause de ses traits anguleux. C'est pourquoi les anglais sont des angulés. Tandis que le porc, lui, est un ongulé, comme les français. Alors, évidemment, Edica va, quand on voit les dessins, ils sont extraordinaires. On a celui-ci, le mari qui rentre, qui trouve sa femme au lit avec un autre homme. L'autre, il fait « It's not what you're thinking ». Et l'autre, il fait « You son of a bitch, you garage your voiture on my garden. Do you want some sugar in your coffee ?» Enfin, voilà, il va apporter un peu cette petite touche aussi humoristique qui était présente. Et Reiser, qui était un grand ami des proches, aura fait quelques dessins. Malheureusement, son cancer des os va l'emporter plus vite que prévu. Alors, les Italiens sont appelés ainsi parce qu'ils gesticulent en mangeant des nouilles, mais il va partir sur le fait que les Italiens sont aussi des voleurs, sont aussi des malfrats, des choses comme ça. Les Grecs sont appelés ainsi parce qu'ils sont tous pédés. Ne dit-on point, va te faire enculer chez les Grecs. Les Grecs s'appellent aussi Hélène, c'est dire à quel point ils sont pédés. Petite dédicace à notre amie Mélina, je pense qu'elle sera ravie de lire ça. Les Espagnols, alors là c'est vraiment, j'ai trouvé ça très drôle. Monsieur Franco gouvernait l'Espagne avec bienveillance pendant 40 ans. Certes, il était plus réactionnaire que la plupart des radicaux valoisiens, mais il savait se montrer généreux avec les riches et général avec les militaires. Et le dessin pour les Espagnols, si je le retrouve, avant la corrida, ils sont en prière, sur le cabinet, évidemment. Les Allemands, évidemment. Et c'est là où il y aura quelque chose qui va revenir très souvent chez les proches, mais j'en reparlerai. Aujourd'hui encore, Adolf Hitler est détesté d'une foule de gens, mais demandez-leur si c'est le peintre ou l'écrivain qu'ils n'aiment pas, ils resteront quoi ? Les Belges, évidemment. Les Belges sont appelés ainsi parce qu'ils prêtent à rire. Comment reconnaître un ballon d'un flamand ? C'est bien simple, portons un belge à ébullition, chose qu'il fait souvent dans ses réquisitoires aussi, c'est dire portons telle chose à ébullition et on verra ce qui va se passer. S'il s'insurge ou s'il menace d'en référer à la Ligue des droits de l'homme, c'est un wallon. S'il se laisse bouillir en disant ouille, ça brûle une bec, c'est un flamand. Et puis il termine sa chronique en disant le belge est lourd, certes, mais il est franc, alors que quand le franc est lourd, c'est qu'il est suisse. Voilà, donc cette version-là a été rééditée depuis, évidemment, en point par le Seuil, donc pas pour faire de la pub, mais pour dire que voilà, celle-ci a été pendant très longtemps, il n'y a pas eu de réédition, mais depuis, ils ont pensé qu'il serait peut-être bien d'en refaire, d'autant que les commémorations pour des proches revenaient. On va passer à la toute première publication de Pierre Desproges, qui s'appelle « Manuel de savoir-vivre à l'usage des rustres et des malpolis ». Alors, en quoi ça consiste ? Ce sont des petits textes qui, donc, voici une des éditions, qui reprend des points sur, on va dire, des éléments, notamment, par exemple, je vais donner quelques exemples, les bonnes manières à la guerre, comment déclencher poliment une bonne guerre civile, les enfants sont des cons, sachant reconnaître une femme d'un homme, comment aborder une jolie femme, pourquoi aborder une femme laide, enfin voilà, donc ce sont des thématiques sur lesquelles il avait déjà l'habitude de revenir dans les réquisitoires sur des points, et il va pousser un peu plus loin ses explications.
Alors, par exemple de savoir-vivre, puisque c'est important, je pense que nous sommes tous des rustres et des malpolis ici. L'ennemi a des oreilles. L'ennemi n'est pas contagieux, d'accord, mais il est héréditaire. Il est héréditaire, pardon, faute de liaison. L'ennemi se déguise parfois en géranium, mais on ne peut pas s'y tromper, car tandis que le géranium est à nos fenêtres, l'ennemi est à nos portes. Là, on retrouve un peu cette particularité de Desproges, et de toujours trouver la bonne situation pour remettre une phrase qui est... C'est ça la particularité, c'est qu'il est capable de prendre une phrase, on va dire une expression générale, et à réussir à la placer dans un contexte humoristique plus global. Bon, ensuite, par exemple, le breton est têtu, sinon pourquoi dirions-nous d'un breton, il est têtu comme un breton. Alexandre Vialat, le plus grand écrivain français avant Dutour et Poulidor, je ne sais pas ce qu'il avait contre Poupou, disait que, d'ailleurs justement, voilà une des phrases du loup, le loup est appelé ainsi à cause de ses grandes dents. De la même façon, le breton est appelé ainsi parce qu'il est têtu. Je n'en démordrai pas. Enfin, donc là, un peu plus sérieux sur la guerre, quelque chose qu'il n'apprécie vraiment pas du tout. Quand un enfant veut s'amuser, il ramasse un bout de bois, il dit poum poum et son compas tombe par terre les bras en croix. En revanche, quand un adulte veut s'amuser, il ne rase pas un bout de bois, pas con l'adulte, il prend un fusil qui fait poum poum pour de vrai et qui fait pour de vrai des trous dans le ventre de l'autre adulte qui tombe en arrière en criant « Vive la France !» L'Allemagne, le roi, la République, rayez les mentions inutiles, et à mon avis, elles le sont toutes. Alors, là, on va rentrer dans la partie Monsieur Cyclopède, qui est un événement, hein, c'est-à-dire qu'il a quand même, on peut dire qu'il a réussi à diviser la France en deux. D'un côté, ceux qui n'aiment pas Cyclopède et ceux qui l'aiment. Et on va tomber sur quelque chose qui revient assez souvent chez Desproges. Et je vais vous montrer un petit extrait d'une de ses chroniques. Donc, elles sont diffusées sur France 3. Dans l'île aux enfants, parce qu'il a participé à l'île aux enfants, il avait fait des petites explications pour donc des petites scénettes où il expliquait des choses un peu farfelues dans le but, comme c'est dit, d'abrutir davantage nos chères petites têtes blondes. Et Corbignot est en fait le précurseur de ce qu'il allait faire avec Cyclopède. Alors évidemment ça va pas se lancer. Je m'en doutais, forcément. C'est en quelle année ça Cyclopède, c'est dans les années... C'est 83-84. Ça durera pas longtemps. À la guerre, il est très important de reconnaître l'ennemi, car sans ennemi, la guerre est ridicule. Comment reconnaître l'ennemi? C'est simple. Regardez bien. Comme vous le voyez, l'ennemi a des oreilles. Il n'est pas contagieux, mais il est héréditaire. Il est sot. Il croit que c'est nous l'ennemi, alors que c'est lui. Mais c'est lui qui le dit qu'il est. Quelquefois, l'ennemi essaie de se déguiser en géranium. C'est le cas ici. Mais on ne peut pas s'y tromper. Tandis que le géranium est à nos fenêtres, l'ennemi est à nos portes. Je suis fait. Étonnant, non? Alors, si j'ai mis cette séquence-là, c'est parce que si vous avez retenu ce que j'avais dit précédemment, notamment pour le manuel à l'usage des rustres et des malpolis, il y a quelque chose qui est revenu. La même phrase, et d'ailleurs je vais vous le montrer dans ce tableau. Manuel de savoir-vivre, l'ennemi a des oreilles, l'ennemi n'est pas contagieux, blabla. Dans Cyclopède, qu'est-ce qu'il va dire? Comme vous le voyez, l'ennemi a des oreilles, il n'est pas très contagieux, mais il est héréditaire. Quelquefois, c'est le cas ici, l'ennemi essaye de se déguiser. C'est quelque chose, alors qui est assez frappant quand on s'en aperçoit, c'est que Desproges réutilise très souvent ce qu'il a déjà écrit. Alors, certains pourraient appeler ça de la fainéantise. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était de la fainéantise. Mais en fait, ce n'est pas de la fainéantise, parce que c'est quelque chose que même Alexandre Vialat faisait. C'est-à-dire que Vialat, quand il avait une idée, par exemple le loup, il en a fait une multitude de textes qui reprenaient parfois des éléments qu'il avait déjà donnés, mais pour les tourner différemment ou les mettre dans une autre situation. Par exemple, là, pour le coup, Desproges est on pourrait dire un vrai disciple de Vialat, puisqu'il va reprendre très souvent des choses qu'il a déjà écrites pour les incorporer
dans d'autres textes qui sont effectivement qui vont permettre de retravailler des points qu'il avait déjà abordés mais qu'il voudrait repoursuivre. C'est encore plus flagrant avec Vivons heureux en attendant la mort, où là il y a carrément, c'est quand même fort parce que ce texte est publié en 83, où là il va plagier son propre travail, ce qui est déjà en soi un exploit. Et c'est son deuxième livre qui est publié. Et comme il le dira lui-même plus tard, pour 5 minutes de ma verve, je passe des heures dans les transcendances des formations. Dans les transcendances de l'écriture, c'est du travail, il ne faut jamais oublier de considérer cet angle-là. En fait, il va reprendre beaucoup de ses réquisitoires. Par exemple, alors, en haut à gauche, c'est réquisitoire contre Yannick Noah, où à un moment il se déblatère sur plein de choses, et puis il va se dire, il part tellement loin dans sa pensée qu'il en arrive à dire, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui me regardent ? Qu'est-ce que je vous ai fait ? Je sais, maman, je sais, je suis paranoïaque, mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi. Et donc, ça, c'est ce qu'il dit dans le réquisitoire. Et puis, juste à côté, quand il écrit Vivons heureux, qu'est-ce que c'est tous ces gens qui me lisent ? La même chose, avec bien sûr, évidemment, l'écriture un peu plus soignée qu'une version orale. Mais voilà, on s'aperçoit que Desproges va repomper très souvent des choses qu'il a déjà écrites pour les réincorporer dans ses textes et aussi dans ses spectacles. Mais dans les spectacles, il aura quand même beaucoup plus d'imagination, il va développer beaucoup plus de choses, notamment quand il sera sur scène. En dessous, le grammaticalement connard, à quelques exceptions près, ce sont les mêmes textes. Et comme je vous disais, effectivement, ça aurait pu faire partie ça aurait pu être une brève. Effectivement, les pétasses bitophobes du MLF de Kensington City en Californie avaient exigé qu'on changeât la devise de leur collège « Tu seras un homme, mon fils » en « Tu seras un homme, ma fille ». D'où on voit effectivement, pour le coup, on ne lui donnera pas tort de repomper allègrement pour nous bien faire comprendre qu'effectivement, ces pétasses bitophobes du MLF sont un peu casse-pieds, pour pas dire autre chose. Alors, par la suite, il va quand même continuer à publier, mais là, il va faire une chose différente, où il va quand même être un peu moins, comme je disais, moins dans le plagiat de son propre travail. Il va réécrire peut-être quelques bribes, mais là, il va vraiment partir sur autre chose, dans le dictionnaire superflu à l'usage de l'élite et des bien nantis. Alors, comme il le dit lui-même, en préface, ou comme il avait l'habitude de dire, en prépuce, parce que pour lui, préface n'est pas un joli mot, et prépuce, au moins, c'est plus joli. Comme il dit, voici le plus petit dictionnaire du monde. Il existe sur le marché des dictionnaires imprimés tout menus, mais y regarder de plus près, il comporte, sous un format réduit, un très grand nombre de mots. Celui-ci est le seul à ne comporter qu'un seul mot par lettre de l'alphabet. À titre de comparaison, je signalerai au lecteur que la dernière édition du Petit Robert comporte 2000 pages, soit à raison d'une moyenne de 20 mots par page, 40 000 mots. Ce qui revient à dire que le dictionnaire superflu comporte 39 994 mots de moins que son plus sérieux concurrent. Alors, en quoi consiste cet ouvrage ? Eh bien, d'abord, il faut savoir qu'il a volontairement écarté les mots qui peuvent se diviser en 5 catégories, les gros mots comme bite, couille, liberté, etc. Les mots incompréhensibles comme zérumbert, galiput, onque, cancéropathe. Les mots imprononçables comme pneumonie, actuel, voilà. Les mots qu'on ne sait pas s'il y a 2 N comme connard avec un seul N ou canard avec 2 N. Et les mots qui font de la peine comme enculé. Voilà. Donc il va traiter de définitions. Alors je ne sais pas pourquoi la femme revient souvent. Alors si, en fait ce qu'il faut savoir c'est que Pierre Desproges est une personne qui a je reviendrai plus tard sur ce point-là, est une personne qui aime beaucoup les femmes. Notamment, il est très heureux, lui, d'avoir dans sa petite famille, c'est donc sa femme et ses 2 filles qui sont en fait on va dire les reines de sa vie. Alors, femme, du nom féminin fémina, c'est du nom latin féminin, être humain de sexe non masculin. La femme est assez proche de l'homme comme l'épagnol breton. À ce détail qu'il ne manque qu'à l'épagnol breton que la parole, alors qu'il ne manque qu'à la femme que de se taire. Par ailleurs, la robe de l'épagnol breton est rouge-feu et il lui en suffit d'une. Désolé, mesdames. Dépourvue d'âme, la femme est dans la capacité de s'élever vers Dieu. Et d'autant plus qu'il cite en début Bossuet qui dit que la femme est l'objet d'un os surnuméraire de l'homme. En revanche, elle est en général pourvue d'un escabeau qui lui permet de s'élever vers le plafond pour faire les carreaux. C'est tout ce qu'on lui demande.
Non, c'est pas moi qui ai fait ce choix de texte, hein, personnellement. Alors, et je tiens à dire que je suis fier à avoir mis judaïsme et national-socialisme juste l'un au-dessus de l'autre. Religion des Juifs fondée sur la croyance en un Dieu unique, ce qui la distingue de la religion chrétienne qui s'appuie sur la foi en un seul Dieu, et plus encore de la religion musulmane résolument monothéiste. National-socialisme, doctrine fondée par Adolf Hitler pendant les années folles. Contrairement à la rage, le nazisme n'est pas remboursé par la sécurité sociale, il est pourtant contagieux. Alors, évidemment, comme c'est un dictionnaire, il y a les noms communs, comme ici, et les noms propres. Afrique, célèbre continent en forme de pomme de terre nouvelle. Et là, ça lui permet de parler évidemment d'un sujet qu'il a beaucoup traité, et le réquisitoire contre Le Pen a été une des choses, le racisme. Quand un blanc dit qu'un noir est un con, on dit que le blanc est raciste. Quand un noir dit qu'un blanc est un con, on dit que le blanc est un con. Ce en quoi on a tort, on peut très bien être noir et con, sauf en Afrique du Sud où seuls les blancs sont cons, apartheid. Alors, Noël, puisqu'on s'en approche, et que c'est le moment d'acheter des livres par milliers, j'ai envie de vous dire. Millions, ah oui, millions, pardon, excuse-moi. Nom donné par les chrétiens à l'ensemble des festivités commémoratives de l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ, dit le Nazaréen, célèbre illusionniste palestinien de la première année du 1er siècle pendant lui-même. Ces festivités sont le dîner, la messe de minuit, qui est facultative, le réveillon, le vomi du réveillon, la remise des cadeaux, le déjeuner de Noël, le vomi du déjeuner de Noël et la bise à la tante qui pique. Si vous n'avez pas de tante qui pique, tant pis pour vous. Et enfin, bon, comme je disais, Reiser, qui était un ami qu'il avait rencontré un peu avant Charlie Hebdo et qui était une personne qui était quand même extrêmement proche de lui, philosophe français né d'un péché de la chair et mort d'un cancer des os. Si on a ouvert un dictionnaire, ce qui doit remonter à très loin pour moi, on se souvient qu'il y a les petites pages roses en plein milieu, qui sont des locutions latines, et notamment celle-ci, enfin je pense pas qu'elle y soit, ad vitam aeternam amen, qui veut dire tant qu'on baise, je ne dis pas non. Réponse de Caligula à une esclave égyptienne, pendant qu'il butinait sa sœur Escarpina. Expression utilisée aujourd'hui encore dans les hôtels 4 étoiles pour signifier élégamment qu'on ne souhaite pas être dérangé par le maître d'hôtel quand on est dans la femme de ménage. Alors, Shiva piano va sano, fais pas dans le piano, va aux toilettes, qui est la manière très discrète de guider l'être aimé dans le nid d'amour sans tomber dans la vulgarité. Mensana incorpore salo, c'est d'actualité. En tout homme, il y a un cochon qui sommeille. Balance ton porc n'a rien inventé, je vous le dis. Première parole de la version latine de l'International. Veni vidi vici, j'y suis. Qu'il faut peut-être prononcer avec l'accent un peu arabe. Vini vidi vici, je suis venu nettoyer les cabinets, titre de l'hymne des travailleurs immigrés arrivant en France. Et vis comica, on devra enfermer les comiques. Ce qui est drôle que ça soit la dernière citation latine. Mais dans tout ça, Pierre Desproges a aussi fait quelque chose d'assez incroyable, qui se trouve tout au bout là-bas, qui s'appelle Des femmes qui tombent. C'est son 4e livre publié, et c'est le seul roman de Pierre Desproges. Alors, l'histoire, une femme est découverte assassinée dans un petit village qui s'appelle Sériac, et qui rappelle fortement le village de Chalut, qui est celui où le petit Pierre passe ses vacances quand il rentre des colonies. Alors, ce roman, il est un peu l'expression romancée de tout ce que Pierre Desproges peut faire dans ses chroniques, dans ses textes, dans ses livres précédents. C'est-à-dire qu'il va avoir cette particularité de, dans le récit, mettre des petites phrases qui vont rappeler un peu tout ce qu'il a pu dire, par exemple, quand on lit sur l'Afrique en disant, voilà, quand on dit que le racisme, voilà, il va réussir à l'intégrer, en fin de compte, dans le récit et faire en sorte que ça reste cohérent dans l'ensemble avec les personnages qu'il décrit. Par exemple, dans le roman, un des personnages principaux, qui est un docteur qui s'appelle le docteur Jacques, a un enfant qui est totalement attardé, qui en fait, dès la naissance, est plutôt un beau bébé, mais qui très rapidement a les yeux qui prennent une allure bovine, qui très rapidement devient coprophage, enfin voilà, ce gamin, il a toutes les tares possibles et inimaginables. Et comme il le dit en tout début du texte, l'enfant vint au bout d'1 an. Il était anormal si l'on fait référence à l'employé de banque moyen en tant qu'étalon de base de la normalité. Dieu ne l'avait pas raté. On voit effectivement que c'est un peu cette critique, on retrouve un peu ces critiques.
là un peu plus de lui, parce qu'en fait souvent on l'a traité de misanthrope, mais comme beaucoup de faux misanthropes qui en réalité aiment trop les humains pour les tolérer médiocres. Donc ça c'est un peu Pierre Desproges qui en fin de compte se faisait passer pour un misanthrope, il a toujours dit je suis un misanthrope, mais on peut penser effectivement que là c'est un peu ce qu'il devait penser de lui-même, c'est-à-dire que on attend tellement de l'autre qu'effectivement on ne voit que les défauts quand ils arrivent. Alors par exemple, comme je vous dis, c'est aussi un peu les textes qui sont, critiques. Par exemple sur la police. L'enquête policière de la mort d'Adeline Serpillon avançait à grands pas vers rien du tout. Donc voilà, c'est un peu cette expression. Cette expression, en fin de compte, on dit ouais, l'enquête avance à grands pas, et c'est un peu ce côté qu'il avait toujours dans ses chroniques, c'est de rajouter l'élément qui provoquait la chute. En fin de compte, c'est dans l'écriture qu'il arrivait à provoquer la chute et la blague. Alors, depuis les monômes utopistes du crépuscule gaulien, mai 68, on n'avait pas vu autant de volailles casquées au mètre carré. Donc voilà, il y a toujours ces critiques qui reviennent dans le texte. Le service d'ordre les laissa sortir avec les obséquiosités serviles que les chiens de garde affichent couramment à l'égard des hussards bottés et que les motels réservent souvent aux médecins. Là, c'est un des personnages. Je lis dans vos pissés, vous vous retenez, c'est cela qui vous rend nerveux. Faites contre l'arbre, vous serez apaisé. Car c'est un roman un peu sérieux, mais aussi un roman un peu de science-fiction, puisqu'il y a l'apparition d'un extraterrestre très rapidement, qui est un habitant de la planète Ficus, et qui s'appelle Jean-Christian Cohen. Et d'ailleurs, Jean-Christian Cohen, au raget des espoirs, au verset ennemi. On voit la passion culturelle de Desproges pour les citations un peu foutues n'importe comment. Enfin, pour terminer, on va passer sur les chroniques de la haine ordinaire, qui sont, je ne sais plus où je les ai mis, là-bas. Donc là, c'est l'édition qui a été sortie il y a 10 ans, qui regroupait les deux chroniques. Alors, ce sont des chroniques qui paraissent en 86 sur France Inter, comme quoi il n'avait pas là-dedans, il n'était pas très rancunier. Et là, on trouve vraiment des textes et des chroniques qui sont beaucoup plus inédites, contrairement à ce qui, en fait, depuis Des femmes qui tombent et un peu le dictionnaire, Desproges renouvelle un peu son cheptel de blagues, si on pourrait dire, où il va avoir des blagues qui vont être un peu plus réfléchies, il va retrouver un peu cette volonté d'écrire de l'inédit, et c'est l'occasion pour lui de vraiment se moquer de tout et de n'importe quoi, autant du football que des choses sérieuses, que de la politique, que d'aller à la plage pendant l'été, enfin voilà. Particularité de ces chroniques, c'est qu'elles sont ouvertes tout le temps par la musique de Paolo Conte, qui s'appelle Comédie, et la fin les fins de chronique sont toujours les dernières notes de It's Wonderful du même Paolo Conte. Et pour le coup, ça devrait fonctionner. Ou pas. Non, il avait vraiment décidé de m'embêter jusqu'au bout. Mais c'est embêtant parce que je voulais faire une petite transition. Zut, c'est pas ce que je voulais là. C'est pas ce que je voulais faire, désolé. Alors, voilà, je voulais faire une magnifique transition au moment de la musique et tout. Bon, tant pis. C'est pas grave. Comme quoi, je suis docteur, mais pas sur PowerPoint. Donc ça, c'est les premières notes de la musique de Paolo Conte. Et la particularité de ces chroniques, c'est qu'elles sont vraiment plus courtes. Les réquisitoires durent 8-9 minutes. Là, c'est 3-4 minutes, pas plus. J'aime beaucoup l'humanité. Je ne parle pas du bulletin de l'amicale de la lutte finale et des casquettes Ricard réunies. Je veux dire le genre humain, avec ses faiblesses, sa force, son inépuisable volonté de surpasser les dieux, ses craintes obscures des ténèbres, sa peur païenne de la mort, sa tranquille résignation devant le péage de l'autoroute A6. Il y a en chaque homme une trouble Bon, on va pas poursuivre plus longtemps parce que je pense qu'on a tous des choses plus intéressantes à faire. Donc dans cette chronique sur l'humanité, c'est là où il va partager l'humanité en plusieurs catégories. Il va dire les personnes qu'on connaît à peine, les gens qu'on connaît bien, et les amis. Et il va dire cette phrase que je trouve magnifique, qui dit « Les amis ont la proportion à vous décevoir, c'est à ça qu'on reconnaît un ami. » Alors ensuite... Mais ça ne l'empêche pas quand même de faire des chroniques où il va être toujours très littéraire et pousser à l'extrême les réflexions qu'il faisait déjà dans les réquisitoires. Donc on est toujours avec Paolo Conte.
En voulant allumer un feu de cheminée avec des paperasses inutiles, je suis tombé hier par hasard sur une page du tome 2 de la critique de la raison dialectique de Jean-Paul Sartre. Écoutez plus. Il faut revenir à cette première vérité du marxisme. Ce sont les hommes qui font l'histoire, et comme c'est l'histoire qui les produit en tant qu'ils la font, nous comprenons dans l'évidence que la substance de l'acte humain, si elle existait, serait au contraire le non-humain, ou à la rigueur le préhumain, en tant qu'il est justement la matérialité discrète de chacun. C'est extrait du chapitre intitulé « L'intelligibilité de l'histoire ». Ah, évidemment, si vous n'arrêtez pas de tripoter votre belle-sœur en conduisant pendant que je pose dans le poste, vous n'êtes pas prêt de comprendre les vérités premières du marxisme. Alors on se calme, pouf pouf, je répète. Non mais écoutez bien, il faut revenir à cette première vérité du marxisme. Ce sont les hommes qui font l'histoire, et comme c'est l'histoire qui les produit en tant qu'ils la font, nous comprenons dans l'évidence que la substance de l'acte humain, si elle existait, serait au contraire le non-humain ou, à la rigueur, le préhumain, en tant qu'il est justement la matérialité discrète de chacun. Non, mais je sais ce que c'est. Il y a des belles sœurs qui font exprès de mettre leur ceinture de sécurité parce que ça fait ressortir les nichons. Alors, vraiment, on est dispersé. Cela dit, vous n'avez pas tout à fait tort. C'est pas très clair, l'intelligibilité de l'histoire. Il doit s'être glissé une ou deux coquilles dans ce texte. Il suffit peut-être de changer un mot ou deux pour que l'intelligibilité devienne intelligible. Exemple. Il faut revenir à cette première vérité du marxisme. Ce sont les chiens qui font wawa. Et comme c'est le wawa qui les produit en tant qu'ils le font, nous comprenons dans l'évidence que la substance de l'acte canin, si elle existait, serait au contraire le non-wawa ou à la rigueur le pré-wawa en tant qu'il est justement la matérialité discrète de chacun. C'est d'ailleurs une vérité qu'on peut à la rigueur étendre à l'informatique simplement en passant des chiens aux puces. Ben si, il faut revenir à cette première vérité du marxisme, ce sont les puces qui font les ordinateurs. Et comme c'est l'ordinateur qui les produit en tant qu'elles le font, nous comprenons dans l'évidence que la substance de l'ordinateur, si elle existait, serait au contraire le non-puce ou à la rigueur le pré-puce en tant qu'il est justement la matérialité discrète de chacun. Il faut bien voir que quand Sartre écrivait ce genre de conneries à la fin des années 50, il ne se prenait pas encore au sérieux. Il n'avait pas encore été nommé pape des BA de la rive gauche. Il écrivait surtout pour du pognon ou pour faire rigoler Janco. Il se contentait de cachetonner dans des feuilles de chou antifascistes primaires avec une mauvaise foi. C'est pas honnête, c'est vrai. Il faut revenir sur cette vérité première du fascisme. En réalité, ce sont les étrangers qui foutent le bordel. Et comme c'est le bordel qui les produit en tant qu'ils le foutent, nous comprenons dans l'évidence que la substance de l'anti-bordel, si elle existait, serait au contraire le non-bougnoul ou à la rigueur le pré-bougnoul en tant qu'il est la matérialité discrète de chacun. Et là, les dernières notes de It's Wonderful. Et puis la troisième, qui est quand même pas mal aussi. On est toujours avec... Et toutes les chroniques commencent de la même façon. Est-il en notre temps rien de plus odieux, de plus désespérant, de plus scandaleux que de ne pas croire en la démocratie? Et pourtant, moi-même, quand on me demande « Êtes-vous démocrate ?», je me tape. Attitude révélatrice dans la mesure où, face à la gravité de ce genre de questions, la décence voudrait plutôt que l'on cessât de se tâter. Un ami royaliste me faisait récemment remarquer que la démocratie était la pire des dictatures parce qu'elle est la dictature exercée par le plus grand nombre sur la minorité. Eh oui, réfléchissez-y une seconde, c'est pas idiot. Pensez-y avant de reprendre considérément la Bastille. Alors qu'en monarchie absolue notamment, la loi du prince refuse cette attitude discriminatoire puisqu'elle est la même pour les pour et pour les contre. Vous me direz que cela ne justifie pas qu'on aille dépoussiérer les bâtards d'Orléans ou ramasser les débris de Bourbon pour les poser sur le trône de France avec la couronne au front, le sceptre à la main et la plume où vous voudrez, je ne sais pas faire le bouquet. Mais convenez avec moi que ce mépris constitutionnel des minorités qui caractérise les régimes démocratiques peut surprendre le penseur humaniste qui sommeille chez tout cochon régicide. D'autant plus que, paradoxe, les intellectuels démocrates les plus sincères n'ont souvent plus d'autre but, quand ils font partie de la majorité élue, que d'essayer à tout prix d'appartenir à une minorité. Dans les milieux dits artistiques, où le souci que j'ai de nourrir ma famille me pousse encore trop souvent à sucer des joues dans des cocktails suintants de faux amours, on rencontre des brassées de démocrates militants qui préféreraient crever plutôt que d'être plus de 12 à avoir compris le dernier Godard, et qui méprisent suprêmement le troupeau de leurs électeurs qui se pressent aux belmonderies boulevardières. Parce que ça aussi, c'est la démocratie. La démocratie, c'est la victoire de Belmondo sur Fellini. C'est aussi l'obligation pour ceux qui n'aiment pas ça de subir à longueur d'antenne le football et les embrassades poilues de ces Cro-Magnons décérébrés qu'on a vu s'éclater de rire sur le charnier de leurs supporters. La démocratie, c'est aussi la loi du top 50 et des mamas gloussantes reconverties en dondons tisanières. La démocratie, c'est quand Lubitsch, Mozart, René Char, Rézère ou les batailleurs de chez Pollack ou n'importe quoi d'autre qu'on puisse soupçonner même de loin d'intelligence est reporté à la minuit pour que la majorité puisse s'émerveiller dès 20h30 en rotant son fromage du soir
sur le spectacle irréel d'un béat trentenaire figé dans un sourire définitif de figue éclatée et offrant des automobiles clés en main à des pauvresses arthritiques sans défense et dépourvues de permis de conduire. Cela dit, en cherchant bien, on finit par trouver au régime démocratique quelques avantages sur les seuls autres régimes qui lui font victorieusement concurrence dans le monde actuellement, ceux si semblables de la schlag en botte noire ou du goulag rouge étoilé. D'abord, dans l'un comme dans l'autre, au lieu de vous agacer tous les soirs entre les oreilles, je fermerai ma gueule en attendant la soupe dans ma cellule aseptisée. Et puis aussi, dans l'un comme dans l'autre, chez les drapeaux rouges comme chez les chemises noires, les chefs eux-mêmes ont rarement le droit de sortir tout seuls le soir pour aller au cinéma du coin bras dessous avec la femme qu'ils aiment. Les chefs des drapeaux rouges et les chefs des chemises noires ne vont qu'au pas cinglant de leurs bottes guerrières, le torse pris dans un corset de fer à l'épreuve de l'amour et des balles. Ils vont, tragiques et le flingue sur le cœur, ils vont, métalliques et la peur au ventre, vers les palais blindés où s'ordonnent leurs lois de glace. Ils marchent droit sous leurs casquettes, leurs yeux durs sous verre fumé, cernés de 20 gorilles par choc qui surveillent les toits pour repérer la mort. Mais la mort n'est pas pour les chefs des drapeaux rouges ni pour les chefs des chemises noires. La mort n'est pas aux fenêtres des rideaux de fer, elle a trop peur. La mort est sur Stockholm. Elle signe d'un trait rouge sur la neige blanche son aveu d'impuissance à tuer la liberté des hommes qui vont au cinéma tout seuls, bras dessous, avec la femme qu'ils aiment, jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors, particularité aussi des chroniques de la haine ordinaire, c'est que souvent il terminait en disant « Quant au mois de mars, je le dis sans aucune arrière-pensée politique, ça m'étonnerait qu'il passe l'hiver. » Ou quant à ces féroces soldats, je le dis, c'est pas pour cafeter, n'empêche qu'ils font rien qu'à mugir dans nos campagnes. Donc c'était les deux phrases qu'il disait pour clôturer les chroniques de la haine ordinaire. Et ça se lance. Il a décidé de m'emmerder jusqu'au bout, je vous le dis. Donc, malheureusement, lui qui s'est souvent moqué du cancer, Pierre Desproges a fini par y succomber. Comme donc référence à Boris Vian que je faisais, dont j'ai fait une magnifique conférence qui était, je tiens à le dire, de haute qualité. Donc il a développé un nénuphar, donc un cancer du poumon, qui a eu raison de lui. Mais jusqu'au bout, il n'en savait rien. Et c'est la vérité, c'est qu'en fait, jusqu'à sa mort, sa femme a demandé à ce qu'il n'en sache rien parce qu'elle pensait que cela le ferait partir beaucoup plus vite, parce que vu comment il se moquait ouvertement du cancer, elle avait peur que cela le perturbe encore plus. Et sa dernière apparition dans quelque chose de télévisé, c'est dans une publicité des nuls, en fait, qui reprend un peu cette réflexion sur les supporters du stade de Heysel qui s'était effondré, où il y a eu des milliers de morts. C'était un pub sur un supporter dans un stade de foot et où il regardait la caméra en disant que mon meilleur ami c'est la bière. Enfin, c'était un truc où il montrait que les supporters de foot étaient aussi décérébrés que les footeux. Et ce dernier tournage, en fait, Alain Chabat le dira que très souvent, en plus c'était un tournage physique parce qu'il se rentrait dedans, il se bousculait. À la fin, Desproges a dit je me sens fatigué, ça ira mieux, je vais me reposer et tout, mais comme quoi il était vraiment ignorant, il pensait que c'était un état de fatigue, mais sauf que déjà sa femme savait déjà qu'il allait mourir d'un cancer dans les prochains temps. Mais bon, comme il disait lui-même, et c'est là où c'est dommage, c'est que je suis violemment contre la mort, j'ai encore des millions de femmes à aimer, des millions de livres à écrire, des millions de cassoulets à manger. Car je n'ai pas parlé du fait que Desproges avait aussi écrit des chroniques culinaires, où, en l'occurrence, il a resservi, comme quoi, le pot-au-feu Marie Croquette. Alors, c'est beaucoup plus visible sur le livre Desproges par Desproges, où en fait, c'était un sacré photographe, il prenait souvent en photo ses filles, et notamment sa première fille Marie, qu'il avait mis dans un faitout, et dont il avait fait une recette de cuisine, en disant « Prendre une petite Marie bien ferme de 7 à 8 mois environ, sous possible élevée au lait sans hormones. Plongez votre petite Marie dans une cocotte pleine d'eau froide. Si elle se sauve, faites-la revenir avec des échalotes. » Et le texte suivant est un poème qu'il avait écrit un peu plus jeune. C'est « Le temps est comme la cascade, tu ne l'empêcheras pas de couler, mais tu peux t'y tremper pour jouir et y boire à ta santé. » Pierre Desproges donc est mort en 1988. Il a été enterré au cimetière du Père-Lachaise, à côté de Chopin. Et comme
je crois que c'est sa femme qui l'a dit, c'est que tout le temps de sa vie, il s'était moqué un peu d'un pianiste qui lui avait voulu être enterré au Père-Lachaise à côté de Chopin, et c'est Pierre Desproges qui lui s'est retrouvé non loin du fameux compositeur. Sa femme Hélène qui nous a quittés en 2012, donc ils avaient à peu près 8 ans d'écart, elle aussi morte d'un cancer. Mais comme il l'a dit si bien lui-même, je vous préviens, croque-mort de France, le premier qui me touche, je lui saute à la gueule, et comme on peut le constater, il m'aura bien embêté jusqu'au bout. Merci. Donc ça va, il a pas fait sauter le PC. Ça va. Donc si vous avez des questions ou des remarques ou vous dire que c'était nul et que vous auriez dû partir plus tôt, vous pouvez, je ne le prendrai pas mal. Je vous filmerai juste pour bien vous mettre en gros plan et vous balancer sur les réseaux sociaux. Il y avait des interviews qu'il avait faites avec le Luron. Oui, aussi. C'était des choses ponctuelles ou il y a eu une collaboration suivie? Alors, le Luron, en fait, le Luron, c'était assez étonnant. C'est pour ça qu'on l'a catégorisé très longtemps comme un humoriste de droite. C'est qu'il était copain avec le Luron, dont il a vu aussi le départ. Et il a vu le départ de tout le monde des proches. Il est mort en 88, Coluche est mort en 86. En fait, il n'y a que, on va dire, Cavana et compagnie qu'il a pu, même Renaud, ils sont survécus, mais c'est vrai que Desproges a vu, on va dire, cette génération d'humoristes qui est partie très très tôt. C'était de manière assez... ils ont fait quelques sketchs ensemble, notamment un où le Luron imitait Giscard en faisant toujours son fameux geste du POC. Donc ça a été, ils ont fait quelques interviews ensemble, mais ça n'a pas été non plus une collaboration extrêmement poussée, très régulière. Par contre, quand il a fait la minute de Monsieur Cyclopède, c'était avec Jean-Louis Fournier, qui lui, c'est un ami de longue date et qui connaît depuis les années 60 pratiquement, et avec qui ils avaient déjà eu des idées. Corbignot, c'est un peu un travail qu'ils avaient imaginé, et puis quand Desproges, on lui propose la télé, il dit à Fournier, bah, tu viens avec moi et on fait ça ensemble, quoi. Mais le Luron, il y a eu quelque chose ensemble. Comme il a fait un tout petit peu avec Coluche. Alors, chose intéressante, c'est que les réquisitoires sont disponibles en version CD, mais pas toutes. Enfin, tous les réquisitoires ne sont pas mis sur tous les CD. Certains sont audibles sur YouTube, notamment celui avec Coluche. D'ailleurs, chose intéressante, c'est que les deux recueils qui ont été faits des réquisitoires ne sont pas tous les réquisitoires de Pierre Desproges, il n'y en a que quelques-uns, et il manque par exemple Coluche. Mais par exemple, c'est un des réquisitoires que j'ai le moins aimé parce que Coluche la ramène très souvent. Bon, Desproges essaye de faire son truc, mais on sent que Coluche était là pour pour essayer de le déstabiliser tout au long de son réquisitoire, alors qu'en général, tout le monde est mort de rire, où il y a des choses, il parle de tout et de rien, et ça permet justement de créer un climat après. Et puis comme contrairement à Stéphane Guillon qui lui, quand il faisait ses portraits d'invités, s'en allait, Desproges restait toute l'émission, donc il y avait aussi des interactions qui étaient possibles par la suite. Enfin, Dorothée, elle n'avait pas la même répartie, je pense, que Coluche. Donc forcément, ça dépendait aussi de la personne qui avait en face. Par exemple, celui sur Barjavel, je pense à lui. Barjavel, on l'entend, il rigole tout au long du truc parce qu'il parle des vieux. Il dit Barjavel, ça m'embête d'attaquer un vieux qui a l'air tout penaud sur sa chaise. Bon, le réquisitoire contre Barjavel est de 81. Barjavel, il est décédé en 85. Il avait à peu près 72 ans. Alors, on peut dire que c'est pas vieux, mais voilà, c'était lui, il est arrivé plus ou moins sur la fin. Bon, a posteriori, c'est facile de le dire, mais c'est vrai qu'il a un peu mesuré. Il disait voilà, on a un vieux monsieur qui est sur le fauteuil, donc il parle des vieux monsieur. Il dit comment reconnaître qu'une grand-mère est morte. C'est très simple, c'est lorsque le chat n'est plus sur ses genoux. Parce qu'elle est froide, évidemment. Donc voilà, il y a les personnes, même celui de Le Pen, alors il a été filmé, celui de Le Pen, il est disponible en intégralité aussi sur Internet. On peut comprendre un peu, d'ailleurs Luis Rego dans sa défense ne parle pas de Le Pen du tout, il parle d'autre chose, mais on sent que Le Pen est très heureux d'être là sur scène, sur scène carrément on peut le dire, et il est tout le temps souriant avec des proches qui sont en train de dire oui, un raciste, machin, et l'autre est comme ça. Enfin voilà, donc on voit que
un des rares effectivement qui répondait pendant le réquisitoire, c'était Coluche. Et c'est vrai que c'était un peu voilà, c'est le seul point que je trouve un peu dommage, effectivement, mais après, voilà. J'aimerais bien demander quelque chose à Oui. professeur Guisson, il y en a pas mal qui n'ont pas concerné certains projets, mais quand est arrivée l'époque de M. Cyclopède, et il dit qu'il y avait ceux qui aimaient, ceux qui n'aimaient pas, il y en a qui arrivent ici. J'ai décroché complet. Hein. Je ne supportais pas. Hein. Ah oui. Ah. Après, la particularité de Monsieur Cyclopède, c'est que, comme je disais, c'est qu'il a parfois repris des textes qui existaient déjà, qui en fin de compte passaient bien dans ses livres, parce que c'était écrit, et que après tous ne sont vraiment pas très bons. Là, j'ai pris celui-ci justement pour faire le parallèle entre certains textes où il s'est volontairement repompé, comme je disais, comme Vialat le faisait lui-même. Mais c'est vrai que Cyclopède même certains textes de Desproges ne sont pas forcément très bons. Il m'a fallu du temps, par exemple, je le dis, pour aimer ses passages sur scène. Parce que quand il est sur scène, on le sent stressé à mort, il a du mal à se lancer, et une fois qu'il est lancé, ça devient drôle. Mais par exemple, le fameux sketch où il dit on m'a dit que des juifs s'étaient glissés dans la salle, c'est le 9e sketch sur son spectacle, sur son 2e. Donc il a eu le temps de se lancer et de se mettre en jambes. Mais quand il monte sur scène, il est tétanisé, c'est un grand timide. Mais bon, effectivement, Cyclopède, ça a vraiment... C'est un humour absurde qui n'est pas... qui à l'anglaise passe, parce que c'est un humour à l'anglais, donc il y a toujours, c'est un peu cette... Si on compare un peu avec les Monty Python, sans dire qu'ils sont du même niveau, mais c'est que l'humour à l'anglaise des Monty Python, c'est un humour absurde, et parfois il n'y a pas de chute. L'idée c'est d'enlever la chute, et puis comme ça laisse les gens en disant mais il y a une chute, c'est un peu ça l'absurdité. Alors que Cyclopède, il y avait toujours la même chose, présentation d'un sujet, l'explication du sujet, le dénouement sur une petite chute qui devait apporter le rire, et puis après voilà. Notamment, bon là l'exemple avec le coup c'est voilà, les généramiums sont à 9 nets, l'ennemi est à nos portes, l'autre qui apparaît en disant je suis fait. Voilà, on sentait que là l'humour ne tombe pas forcément comme dans un texte où il dit voilà, l'ennemi est à nos portes, et ça passe beaucoup mieux. Et puis évidemment, le étonnant non, je pense, était aussi là pour essayer de dire voilà, c'est le moment un peu, voir si, pour dire que les gens, ils devaient essayer de comprendre en fait l'entièreté de la chose comme un bloc d'absurdité, mais qui, par moment, effectivement... C'était plus absurde que drôle. C'est ça, par moment, c'était plus absurde. Il y en a un qui est extraordinaire, c'est dissolvons la monarchie dans l'acide sulfurique. Bon, là, on le voit déguisé en Louis XIV, qu'on plonge dans un tonneau, il y a de la fumée qui sort, et puis il a disparu. C'est absurde, mais ça reste un peu drôle. Mais c'est vrai que souvent, c'était de l'absurdité poussée pour de l'absurdité. Avec, par moments, des repompes pour essayer d'être drôle. Justement. Après, ça reste évidemment comme étant un passage télévisuel qui a marqué, comme je disais, qui a séparé deux France, celle qui suivait et celle qui... Après ce qui est plus intéressant, je pense, bon, j'en ai parlé parce qu'effectivement, il y avait cette ressemblance entre certains de ces textes. Ce qui est assez intéressant, c'est de se dire qu'en fait, beaucoup, notamment Rollin, celui qui deviendra le professeur Rollin, a dit que ce qui lui montrait, et ce que je disais par exemple, l'intemporalité des textes de Desproges, c'est qu'il a dit dans le train, je vois des jeunes qui doivent avoir 20 ans et qui n'ont pas connu Desproges, qui sont en train de lire des textes de lui. Et c'est ça qui en fin de compte est le plus. D'un certain côté, il vaut mieux effectivement lire ses textes, ou même écouter ce qu'il a fait à la radio, où on était moins dans le visuel, mais plus sur le texte, et où là, il est extraordinairement intemporel et extrêmement moderne. Et quand on dit aujourd'hui il passerait plus, si, au contraire, il passe encore, parce que... son sketch sur les juifs, quand même, je pense qu'il passerait. C'est parce qu'en fait, c'est aussi tout le spectacle. Même sans qu'il y ait le spectacle, même à la radio, Pas sûr qu'il aura la même quantité d'audience. Non, mais il pourrait encore, dans le sens où
ça reste extrêmement contemporain. Quand il parle des féministes, dans un sens, ça fait extrêmement écho à ce qu'on a aujourd'hui avec des féministes qui sont à nous dire le genre, il faut dire l'écriture inclusive. Enfin, on retrouve un peu des éléments comme ça. J'aime bien lancer des débats, moi je suis pour les débats. Non mais c'est un exemple pour dire, voilà, c'est une des particularités. C'est par exemple, il y a ça, l'attitude des footballeurs, ça reste encore d'actualité. Je sais plus ce que j'avais cité d'autre, tout ce qui est sur la religion, les choses comme ça. Il y a encore une extrême modernité. C'est actuel, et alors soit parce que la société n'a pas évolué dans le bon sens, soit la société n'a pas évolué, soit c'est qu'en fait, en fin de compte, on est toujours dans ces... peut-être que c'est le bon moment pour revenir. Et dans tous les cas, une chose est sûre, c'est que Desproges a souvent été imité. On a souvent dit, t'as un tel, ça sera le nouveau Desproges, un tel, c'est le nouveau Desproges. On a dit ça de Stéphane Guillon, qu'il était le nouveau Desproges. Très franchement, très souvent on dit à sa fille, ah oui, et pour vous, qui serait le nouveau Desproges ? Alors comme elle dit, mais moi je n'ai aucune autorité pour dire qui est le nouveau Desproges, parce que mon père c'est mon père, et je ne peux pas dire, c'est ça. Elle a dit, par exemple, elle a dit à une époque que Jérémy Ferrari, ses premiers spectacles étaient peut-être celui qui se rapprochait le plus dans l'humour de son père, mais pour autant sans dire que c'était du Desproges. Et voilà. Voilà, c'est ça. Ferrari, c'est très humour noir. Il ose des choses qui aujourd'hui. Et donc c'est pour ça, c'est qu'en fait on parle souvent de... Et là, au mois de juin, je crois, c'est pour ça que je voulais la coller au départ au mois de juin, il y avait l'anniversaire de la mort de Desproges, et France Inter avait refait un tribunal des flagrants délires avec l'équipe de Par Jupiter, où ils ont fait un réquisitoire, et on voit bien que c'était pas la même chose. Par exemple, Guillaume Meurice en procureur, où il attaquait Desproges, c'était à la limite de l'écoutable. Pourtant, j'adore Guillaume Meurice sur certains points, mais là, c'était à la limite de l'écoutable, et c'était presque... Je me suis forcé à aller jusqu'au bout en disant, c'est pas drôle. Voilà, on ne peut pas imiter ce qu'il a pu faire, on ne peut pas aller dans son écriture, où effectivement, comme je le disais, ce qui est intéressant, c'est ce côté où à la fois il va partir dans des grandes envolées lyriques avec des termes et des expressions, des tournures de phrases qui sont extrêmement poussées vraiment pousser la langue française dans ses derniers retranchements, et juste après dire une chose extrêmement banale et simple, notamment le sketch avec son réquisitoire avec Le Pen, où il va dire, par exemple, il dit, voilà, j'étais avec une jeune comédienne que l'on peut nommer Valérie Mérès, qui est ce que la femme a de plus beau. Il part dans une description lyrique de Valérie Mérès, et à la fin il fait que j'apprécie grandement, mais aussi parce qu'elle a des nichons magnifiques. Voilà, ça... Il part dans une envolée, et puis d'un coup la blague passe parce qu'il arrive à revenir à une banalité sans nom. Dans les étrangers sont nuls, justement, à chaque fois c'est souvent ça, les portraits qui sont faits, il y a des éléments, on a l'impression des côtés très érudits, des fois avec des grandes références, ou des éléments très factuels. C'était inventé au 4e siècle, et puis tout d'un coup ça tombe dans une espèce de trucs stupides, toute la chute est là en fait. C'est ça, l'idée c'est souvent, c'est l'idée de cette chute, c'est d'arriver sur quelque chose qui soit... justement, peut-être là où la faute a été chez Cyclopède, c'est de vouloir faire de l'absurde tout le temps, alors qu'en fin de compte, l'absurde n'est pas forcément dans le côté totalement décalé, mais qu'en fin de compte, ce décalage se fait justement juste sur le texte, où on peut avoir un texte qui est superbement écrit et avoir une chose qui, en plein milieu, pouf, ou avoir un texte extrêmement banal et avoir à un moment une envolée lyrique qui est brève, mais qui casse tout le code du texte. Bon le silence règne, je crois. En tout cas, n'hésitez pas à acheter, par millions, pour Noël.